Lors du dîner du Nouvel An, mon beau-père m'a jeté du vin au visage et ma belle-sœur a ri en me traitant de porc. J'ai serré les poings, je me suis levé. Et j'ai passé un seul appel. Il n'avait aucune idée de qui il provoquait. Le verre en cristal s'est brisé sur le parquet en chêne massif, et le liquide rouge s'est répandu sur le bois comme le sang d'une blessure fraîche. Mais ce n'était pas la seule chose brisée. Ce vin, qui se trouvait quelques secondes plus tôt sur mon visage, dégoulinait de mes cheveux, tachait ma chemise blanche et me brûlait les yeux. Le père de ma femme, Richard Monnier, se tenait debout. En bout de table, un verre vide à la main et le regard rempli d'un mépris pur. La sœur cadette de mon épouse, Delphine, riait si fort qu'elle dut s'accrocher au bord de la table pour ne pas tomber. « Merci, papa », réussit-elle à articuler entre deux éclats de rire. Peut-être que ça lui apprendra un peu le respect. Sale porc. Je sentis mes mains se crisper sur la chaise sous moi. Toute la famille Monnier me regardait. Mon épouse, Valérie, restait immobile à mes côtés, le visage indéchiffrable. Sa mère, Béatrice, avait la main sur la bouche, mais je ne saurais dire si c'était par choc ou pour réprimer un ricanement. Son frère Thomas fixait son assiette comme s'il voulait disparaître. Tandis que Richard restait debout, le torse bombé, comme s'il venait d'accomplir un acte héroïque. Je me suis levé lentement. La pièce devint silencieuse, à l'exception des derniers gloussements de Delphine. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts étaient stables malgré la rage qui coulait dans mes veines. J'ai cherché un contact que je n'aurais jamais pensé appeler lors d'un dîner de famille et j'ai appuyé sur composer. Dumont, ai-je dit lorsque la ligne s'est établie. C'est le moment. Exécute tout ce que nous avons planifié. J'ai raccroché. Un silence de mort régnait désormais dans la pièce. Même Delphine avait cessé de rire. Il n'avait aucune idée de qui il provoquait. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais bâti, de ce que je contrôlais ou de ce que j'étais sur le point de leur retirer. Mais ils allaient bientôt le découvrir. Je m'appelle Sébastien Castel. J'ai 44 ans et, jusqu'à ce dîner du Nouvel An, la plupart des gens m'auraient décrit comme un homme calme et discret travaillant dans la finance. Ce qu'ils ignoraient, c'est que calme ne signifie pas faible, et discret ne signifie pas impuissant. J'avais passé les 15 dernières années à bâtir quelque chose de bien plus grand que ce que la famille Monnier pouvait imaginer. Et j'avais passé les 6 derniers mois à me préparer pour ce moment précis. Si vous aimez cette histoire et voulez savoir comment tout cela va se terminer, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place, et cliquez sur le bouton j'aime car cette histoire va prendre une tournure incroyable. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Les Monnier ne m'avaient jamais respecté. Pas depuis le jour de mon mariage avec Valérie, il y a 8 ans. Pour eux, j'étais le gendre qui ne venait pas de là. Vieille bourgeoisie, qui n'avait pas le bon nom de famille et qui n'appartenait pas à leur monde de cercles privés et de galas de charité parisiens. Richard avait fait fortune dans l'immobilier commercial dans les années 80. Achetant des immeubles de bureaux en banlieue parisienne à bas prix, les rénovant et profitant de la vague de la décentralisation et du développement de la défense. Il se considérait comme un self-made man, ce qui rendait son dédain envers moi particulièrement ironique. Sébastien travaille dans la finance, disait-il aux invités lors des réceptions, en insistant sur le mot de manière à le rendre presque vulgaire. Une sorte d'activité d'investissement. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait. En réalité, Richard comprenait parfaitement ce que je faisais. Il ne supportait simplement pas que je sois
Devenu plus prospère que lui sans son aide. Je dirigeais un fonds de capital investissement spécialisé dans les actifs en difficulté, des immeubles de bureaux en perte de vitesse, des entreprises au bord de la faillite, des projets immobiliers incapables de trouver des financements. Je les rachetais. Pour une bouchée de pain, je les restructurais et je les rendais rentables, ou je les revendais avec une plus-value substantielle. Mon fonds gérait plus de 3 cents millions d'euros et ma fortune personnelle s'élevait à environ 70 millions d'euros. En public, j'étais juste Sébastien, le gendre silencieux qui acquiesçait poliment au récit de Richard et ne répliquait jamais lorsqu'il critiquait mes choix professionnels. Valérie le savait, bien sûr. Elle avait vu les relevés bancaires, signé nos déclarations d'impôts communes, mais elle n'avait jamais rectifié les fausses suppositions de sa famille sur ma réussite. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Les tensions avaient commencé par de petites choses. Richard faisait des remarques sur mes vêtements lors des repas de famille. Sébastien, tu as acheté ce costume dans une grande surface en solde? Thomas parlait de son cabinet d'avocat d'une manière qui sous-entendait que mon travail était moins légitime. Béatrice me demandait quand nous comptions acheter une maison plus grande, comme si notre maison de maître de 5 chambres à Versailles n'était pas suffisante. Et Delphine était la pire de toutes. Elle avait épousé un gestionnaire de fonds spéculatif nommé Arnaud Courtin, qui ne manquait jamais de détailler la structure de ses bonus à chaque dîner. Le fonds d'Arnaud prévoit des rendements de 30% cette année, disait Delphine en me fixant du regard. Quel genre de rendement obtient ton petit fonds, Sébastien? Je souriais poliment. Et changeais de sujet. Je les laissais penser ce qu'ils voulaient. Mon fonds avait enregistré des rendements moyens de 42% au cours de la dernière décennie. Mais il était inutile de corriger leurs préjugés. J'avais compris très tôt dans mon mariage que les Monnier ne s'intéressaient pas aux faits qui contredisaient leur vision du monde. Valérie avait été différente à nos débuts. Elle travaillait comme conservatrice dans une galerie d'art contemporain du Marais. Passionnée par sa carrière et déterminée à tracer sa propre voie loin de l'influence familiale. J'étais tombé amoureux de son indépendance, de son esprit vif et de sa capacité à débattre de tout, de l'expressionnisme abstrait à la finance comportementale. Mais lentement, année après année, elle s'était laissée réaspirer par l'orbite de sa famille. Elle avait commencé à assister à davantage d'événements démoniés, à adopter leurs attitudes et à me regarder comme ils me regardaient. 6 mois avant ce dîner du Nouvel An, son comportement avait changé. Valérie s'isolait pour recevoir des appels téléphoniques. Ses soirées avec son club de lecture s'étiraient jusqu'à minuit. Elle passait un temps excessif chez le coiffeur et dans les instituts de beauté, même selon ses standards habituels. Je ne suis pas stupide. Je connais les signes d'une trahison, alors j'ai fait ce que tout homme d'affaires avisé ferait, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Maxime Fleury, un ancien de la police reconverti dans les enquêtes privées discrètes. En 2 semaines, il avait tout réuni. Des photos, des vidéos, des relevés d'appels, des messages textes. Valérie entretenait une liaison avec Xavier Soulier, un galeriste parisien qui la courtisait depuis plus d'1 an. Il se retrouvait 3 fois par semaine dans son loft du centre de Paris. Leurs messages étaient explicites, détaillés et remplis de moqueries à mon égard. Sébastien n'a absolument aucune idée de ce qui se passe, disait un message. Il est tellement naïf. Il reste assis là avec ses tableurs et sa petite vie tranquille. Un autre message m'avait blessé plus profondément. Encore, il est exactement comme mon père le décrit. Un moins que rien qui joue au grand monsieur.
Assis dans mon bureau, lisant ces messages, j'ai senti une sensation froide et lourde s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas du chagrin, mais plutôt une immense clarté. La femme que j'avais épousée n'existait plus, si tant est qu'elle ait jamais existé. Ce qu'il restait d'elle était une Monnier qui estimait s'être mariée en dessous de son rang et cherchait désormais à s'élever. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier ma riposte. L'empire immobilier de Richard Monnier n'était pas aussi solide qu'il y paraissait. Je le savais parce que je suivais ses actifs depuis des années, non pas par esprit de vengeance initialement, mais parce que c'était mon métier. J'analysais les marchés de l'immobilier commercial, j'identifiais les faiblesses. Et je positionnais mon fonds pour saisir les opportunités. Et le portefeuille de Richard regorgeait de vulnérabilité. Il possédait 12 immeubles en Île-de-France, pour la plupart des bâtiments anciens acquis il y a des décennies. 3 d'entre eux faisaient l'objet d'hypothèques arrivant à échéance. L'année suivante et, compte tenu des taux actuels et des évaluations du marché, il aurait d'immenses difficultés à les refinancer. 2 autres présentaient des taux de vacances alarmants et perdaient de l'argent chaque mois. De plus, son joyau, la tour Monnier à Levallois, abritait un locataire majeur dont le bail de location expirait dans 6 mois. J'ai passé les mois suivants à placer mes pions. En toute discrétion. J'ai contacté ce locataire principal par l'intermédiaire d'un tiers pour lui proposer des conditions bien plus avantageuses dans un immeuble appartenant à mon fonds. Ils ont accepté immédiatement. J'ai pris contact avec les banques détentrices de ces créances hypothécaires et j'ai manifesté mon intérêt pour racheter ces titres de créances avec des cotes en cas de défaut de paiement de sa part. Et j'ai commencé à accumuler des informations sur chaque membre de la famille Monnier. Le cabinet de Thomas battait de l'aile. C'était un avocat médiocre qui vivait du nom de sa famille, et plusieurs de ses clients importants étaient mécontents de ses prestations. J'ai tout documenté. Arnaud, le mari de Delphine, n'était pas la réussite que sa femme prétendait. Son fonds spéculatif affichait des performances inférieures au marché depuis 3 ans et plusieurs investisseurs commençaient à retirer leurs capitaux, ce que j'ai pu confirmer grâce à mes réseaux. Même Béatrice avait ses secrets. Elle empruntait régulièrement de l'argent à Richard pour financer des dépenses de luxe qui auraient effrayé n'importe qui. Lorsque la Saint-Sylvestre est arrivée, j'avais une vision complète du château de cartes financier des Monnier. Il ne me manquait que le moment opportun pour le faire s'effondrer. Le dîner du Nouvel An commença de manière assez classique. Valérie et moi sommes arrivés à la propriété des Monnier à Saint-Cloud vers 18h. Rejoignant Thomas et son épouse Mélanie, Delphine et Arnaud, et bien sûr Richard. Et Béatrice. La maison était décorée avec ce goût onéreux que l'argent peut acheter, mais que la classe véritable doit cultiver. Du cristal partout, des compositions de fleurs fraîches et un repas préparé par un traiteur de renom qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'un ménage moyen. Richard présidait en bout de table, évoquant sa dernière acquisition, un centre d'affaires en périphérie parisienne qui, selon lui, allait transformer le secteur. Thomas parlait d'un dossier en cours, exagérant son rôle pour se donner de l'importance. Delphine et Arnaud débattaient de leurs récentes vacances à Saint-Barth, s'assurant que chacun comprenne bien le caractère exclusif de leur séjour. Je restais silencieux, dînant tranquillement, répondant quand on m'interrogeait, sans pour autant trop intervenir. C'était mon rôle habituel lors de ces repas, le gendre effacé qui ne faisait pas le poids. Sébastien, dit Richard au milieu du plat principal. J'ai discuté avec Bertrand Legrand-Haut club de golf la semaine dernière. Il a mentionné que ta société avait tenté de racheter l'une de ses propriétés. J'ai levé les yeux. Nous faisons de
Nombreuses propositions d'acquisition. Je devrais vérifier de quel bien il s'agit précisément. L'entrepôt situé dans la zone industrielle, précisa Richard. Bertrand m'a dit que tu lui avais proposé un prix inférieur de 30% à la valeur du marché. Il s'est senti insulté. J'ai souri poliment. Nous offrons ce que le bien vaut selon nos analyses financières. Si Monsieur Legrand estime qu'il vaut davantage, il est libre de trouver un autre acquéreur. C'est exactement le problème avec ta génération, lança Richard, s'animant sur son sujet favori. Aucun respect pour les relations établies, aucune compréhension du fait que les affaires reposent sur la confiance et la réputation, et non pas seulement sur des chiffres alignés dans un tableau Excel. Je préfère laisser les chiffres parler d'eux-mêmes, ai-je répondu. Calmement. Le visage de Richard s'empourpra légèrement. Il détestait qu'on le contredise, même avec politesse. Les chiffres ne racontent pas toutes l'histoire, Sébastien. C'est ce que tu ne parviens pas à comprendre. Bertrand. Legrand et moi faisons des affaires ensemble depuis 30 ans. Il y a une valeur dans cette relation que tes tableurs ne pourront jamais mesurer. J'aurais pu lui dire que Bertrand Legrand avait 3 mois de retard sur ses mensualités de crédit et qu'il serait probablement contraint de vendre dans l'année, sans doute à mon fonds et à un prix encore plus bas que mon offre initiale. Mais je me suis contenté d'acquiescer et de continuer à manger. C'est alors que Delphine intervint. Sébastien ne comprend tout simplement pas. Comment fonctionnent les vraies affaires, dit-elle. Arnaud dit souvent que les fonds comme le sien sont de simples vautours qui s'acharnent sur des cadavres. Arnaud s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. Il n'avait jamais prononcé ces mots en ma présence, mais Delphine adorait lui prêter des propos pour se donner de l'importance. Les fonds d'investissement remplissent une fonction essentielle sur le marché, ai-je répondu sereinement. Nous apportons de la liquidité et du capital à des structures qui en ont besoin. Vous apportez de l'exploitation, rétorqua Delphine, enhardie par le vin qu'elle avait consommé. Vous rachetez à bas prix des biens appartenant à des gens aux abois pour les revendre avec profit. Ce ne sont pas des affaires, c'est du vol. Je sentis la main de Valérie sur mon bras, un geste d'avertissement, m'invitant à laisser passer. Je l'ai regardé et j'ai reconnu cette expression familière qui signifiait « ne fais pas d'histoire, n'embarrasse pas ma famille ». Je me suis demandé si Xavier Soulier avait droit à ce regard lui aussi. Ou si elle le réservait uniquement à moi. Je pense que nous devrions changer de sujet, murmura Valérie. Mais Richard n'avait pas l'intention d'en rester là. Non, parlons-en, dit-il. Je veux comprendre la philosophie professionnelle de Sébastien. Aide-moi à comprendre en quoi racheter des actifs en difficulté à des prix dérisoires est autre chose que de profiter de la misère d'autrui. J'ai posé délicatement ma fourchette. Préféreriez-vous que ces bâtiments restent vides, que ces entreprises fassent faillite et licencient tous leurs employés? Car c'est cela, l'alternative. Je rachète des actifs en perdition et je les transforme en projets productifs, sauvant des emplois au passage. Je crée de la valeur là où il n'y en avait plus. Tu crées de la valeur pour toi-même, répliqua Richard. Ne maquille pas cela en œuvre de charité. Je n'ai jamais prétendu faire de la charité, ai-je rétorqué. Ce sont des affaires. Ce qui est tout de même plus louable que de s'accrocher à des biens immobiliers qui perdent de l'argent chaque mois par simple orgueil, refusant d'admettre que le marché a évolué. Un silence pesant s'installa dans la pièce. J'avais franchi une ligne rouge en sous-entendant que l'entreprise de Richard n'était pas aussi prospère qu'il le prétendait. Thomas fixait obstinément son assiette. Les yeux de Delphine étaient
Écarquillée par la surprise. Béatrice semblait vouloir disparaître sous la nappe. Richard se leva lentement, le visage cramoisi de colère. « Comment oses-tu » dit-il, la voix tremblante de rage. « Comment oses-tu venir chez moi pour m'insulter ainsi ? Je ne vous insulte pas, ai-je répondu en restant assis. Je ne fais qu'énoncer des faits. Le marché de l'immobilier commercial évolue. Les méthodes qui fonctionnaient dans les années 80 ne sont plus adaptées aujourd'hui. Il faut s'adapter sous peine de disparaître. Dehors, lança Richard. Sors de chez moi immédiatement. C'est à ce moment-là que Valérie fit son choix. Au lieu de prendre ma défense ou de chercher à calmer le jeu, elle se tourna vers moi d'un regard glacial et dit : « Sébastien, je pense qu'il vaut mieux que nous partions. » Elle agissait comme si j'étais le seul responsable de la situation. Quelque chose en moi se brisa. Définitivement à cet instant. Je me suis levé, mais je n'ai pas pris la direction de la sortie. Je me suis approché de Richard. Avant que je ne puisse prononcer un mot, il saisit son verre de vin rouge et m'en projeta le contenu directement au visage. Le liquide m'atteignit comme une gifle froide et brutale, coulant dans mes yeux, mon nez, et imbibant ma chemise. Delphine éclata de rire. Aussitôt, de ce rire cruel et satisfait qui signifiait qu'enfin, quelqu'un m'avait remis à ma place. Et puis vinrent ces mots qui scellèrent définitivement leur sort. Merci, papa. Peut-être que ça lui apprendra un peu le respect. Sale porc. Je sentis mes mains se crisper sur le dossier de la chaise. La colère était bien là, chaude et vive, mais sous elle résidait une froideur absolue, le calcul. J'avais préparé ce moment depuis des mois, attendant l'opportunité parfaite. Il venait de me l'offrir sur un plateau. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai passé cet appel. Dumont, ai-je dit. C'est le moment. Exécute tout. Ce que nous avons planifié. Édouard Dumont était mon avocat, l'un des meilleurs spécialistes en contentieux financier du pays. Nous nous étions préparés à cette éventualité depuis 3 mois, depuis que j'avais acquis la certitude que mon mariage était fini et que l'attitude de la famille Monnier à mon égard était passée de la simple impolitesse à une hostilité déclarée. « Sébastien, qu'est-ce qui se passe » demanda Valérie alors que je raccrochais. Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix, peut-être la première faille dans son armure de Monnier. « C'est terminé, ai-je simplement répondu. C'est terminé d'être traité comme un moins que rien par cette famille. C'est terminé d'être rabaissé et méprisé. Et c'est terminé entre toi et moi. De quoi parles-tu ? Intervint Richard. Qui viens-tu d'appeler ? Mon avocat, ai-je dit. À partir de cet instant, je demande le divorce. Valérie recevra l'assignation dès demain matin. De plus, je dépose une plainte contre vous, Richard, pour agression. Ce vin que vous m'avez jeté n'était pas seulement offensant, c'est une agression caractérisée et documentée. J'ai tourné mon téléphone vers eux pour leur montrer l'écran. J'enregistrais la scène. Depuis que je m'étais levé, capturant chaque détail, y compris le geste de Richard. Tu n'as pas le droit de faire ça, bafouilla Delphine. C'est illégal. En réalité, la loi m'autorise parfaitement à enregistrer dans un lieu privé dès lors que je suis participant à la conversation. Le droit est très clair là-dessus. Thomas prit enfin la parole. Sébastien, s'il te plaît. Calmons-nous tous et discutons de cela de manière rationnelle. Je suis parfaitement rationnel, ai-je répondu, probablement pour la première fois en 8 ans. Maître Dumont dépose également des requêtes pour geler l'ensemble de
nos actifs communs en attendant la procédure de divorce, et il engage des procédures de saisie immobilière sur 3 de vos propriétés, Richard. Le visage de Richard passa du rouge au blanc livide. De quoi parles-tu? Tu ne possèdes aucune de mes propriétés. Non, mais je détiens vos créances. Hypothécaires, ai-je précisé. Je les ai rachetées à vos banques il y a 3 mois. Vous cumulez actuellement 60 jours de retard de paiement sur 2 d'entre elles, et 30 jours sur la 3e. J'aurais pu me montrer conciliant, mais ce n'est plus d'actualité. J'exige le remboursement intégral et immédiat de ces créances. La pièce s'enflamma instantanément. Tout le monde parlait en même temps, mais je n'avais pas fini. Thomas, ton cabinet s'apprête à perdre le dossier de Bertrand Legrand. J'ai finalisé le rachat de ses actifs hier, et il a demandé qu'un autre avocat gère la transaction. Compte tenu des récentes difficultés de ton cabinet, je doute qu'il te confie d'autres affaires à l'avenir. Thomas devint blême. Delphine, tu devrais peut-être interroger Arnaud sur les demandes de rachat massif que son fonds spéculatif subit actuellement. Oh. Dernière nouvelle, il a perdu près de 40% de ses actifs sous gestion ce trimestre. Il s'avère qu'aligner 3 années de performance bien inférieures aux indices financiers finit par inquiéter les investisseurs. Arnaud sembla sur le point de vomir. Et Béatrice, vous devriez peut-être parler à Richard de la seconde hypothèque qu'il a contractée sur cette maison pour éponger vos dettes de carte de crédit. Cette créance arrive à échéance dans 6 mois. Et vu l'état actuel de son portefeuille, je doute fort qu'il parvienne à obtenir un refinancement. La main de Béatrice se porta à sa bouche, saisie cette fois d'un choc véritable. Tu es un monstre, chuchota Valérie. J'ai regardé mon épouse, cette femme que j'avais tant aimée, celle qui me trahissait avec Xavier. Soulier depuis 6 mois. Non, ai-je répondu doucement. Je suis simplement un homme fatigué d'être traité comme un moins que rien par des gens qui ne valent pas mieux que moi. Je me suis dirigé vers la porte, le vin perlant encore le long de mes tempes. Sur le pas de la porte, je me suis retourné une dernière fois. Bonne année à tous. J'espère qu'elle sera à la hauteur de ce que vous méritez. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon. Maître Dumont travailla avec une rapidité remarquable, déposant toutes les requêtes nécessaires et faisant signifier les actes à chacun des intéressés. Valérie reçut l'assignation en divorce le 1er janvier. Richard reçut les commandements de payer Valent saisi le 2 janvier. Le cabinet de Thomas fut formellement notifié du retrait du dossier de Bertrand Legrand le 3 janvier. Mon téléphone ne cessait de sonner. Valérie m'appela 16 fois le premier jour, me laissant des messages oscillant entre la colère, les supplications et de nouveau la fureur. Thomas tenta de m'appeler pour négocier un compromis. Même Béatrice m'appela en pleurant pour me demander de reconsidérer ma décision. Je ne répondis à aucun d'eux. Il n'y avait plus rien à négocier. Le rapport du détective privé concernant l'infidélité de Valérie fut transmis à mon avocat, qui l'intégra au dossier de divorce. Bien que le divorce pour faute n'ait plus les mêmes conséquences automatiques qu'autrefois, les preuves accumulées et la convention de séparation de biens que nous avions signée allait grandement limiter ses prétentions financières. Elle ne repartirait pas avec la moitié de ce que j'avais bâti, elle aurait de la chance si elle obtenait de quoi assurer sa transition. Les propriétés de Richard constituaient un dossier distinct. La procédure de saisie allait prendre des mois, mais le préjudice porté à sa réputation fut immédiat. Le bruit courut rapidement dans le milieu de l'immobilier commercial parisien que Richard Monnier était surendetté et au bord
De la faillite. Ces autres créanciers commencèrent à exiger des garanties supplémentaires, ses locataires cherchèrent à renégocier leur BOA. Déménager, et son empire patiemment édifié commença à s'effondrer. Je n'en tirai aucune satisfaction malveillante, juste le sentiment froid d'injuste. Retour des choses. Environ une semaine après le dîner, j'ai fini par décrocher lors d'un appel de Valérie. « Sébastien, je t'en prie, dit-elle, la voix enrouée comme si elle avait beaucoup pleuré. Il faut que nous parlions. Nous n'avons plus rien à nous dire, Valérie, ai-je répondu. Tu es en train de détruire ma famille. Non, Valérie. Je demande simplement des comptes à ta famille pour toutes ces années passées à me traiter avec mépris. Il y a une nuance. Mon père a fait une erreur. Il avait trop bu. Il ne le pensait pas vraiment. Ton père fait cette supposée erreur depuis 8 ans, ai-je répliqué. Chaque remarque sarcastique, chaque geste de dédain, chaque fois qu'il m'a traité comme si je n'étais pas digne d'épouser sa fille. Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des choix délibérés. Et aujourd'hui, il en assume les conséquences. Et moi? Demanda-t-elle. Et notre mariage? J'ai failli rire. Tu parles du mariage que tu trahis depuis 6 mois? Ce mariage où tu as laissé ta famille me traîner dans la boue sans jamais prendre ma défense, ne serait-ce qu'une fois? De ce mariage-là? Un lourd silence s'installa. Je suis au courant pour Xavier Soulier, ai-je ajouté d'un ton calme. Je le sais depuis 4 mois. J'ai des photos, Valérie, des vidéos, des messages où vous riez ensemble de ma prétendue naïveté. Alors s'il te plaît, ne me parle pas de notre mariage comme s'il avait une quelconque valeur à tes yeux. Sébastien. Je suis désolé. J'ai fait une erreur, j'étais perdu. Xavier ne représente rien pour moi. C'est peut-être vrai, ai-je dit. Mais cela rend les choses encore pires. Tu as sacrifié notre couple pour quelqu'un qui ne compte même pas pour toi. Est-ce qu'on peut réessayer? Demanda-t-elle. Suivre une thérapie, ou autre chose? Non, ai-je répondu, parce que le problème ne vient pas seulement de Xavier. Il vient de ce que tu es devenu, ou de ce que tu as toujours été. Tu as toléré que ta famille me traite ainsi parce qu'au fond de toi, tu partageais leur avis. Tu pensais que je n'étais pas à la hauteur. Et dès qu'une alternative plus séduisante s'est présentée, tu as franchi le pas, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne m'as-tu jamais défendu? Ai-je demandé. Lors de ce dîner ou à n'importe quel autre moment, pourquoi n'as-tu jamais dit à ton père de s'arrêter? Pourquoi n'as-tu jamais fait taire Delphine? Pourquoi n'as-tu jamais agi en tant qu'épouse plutôt qu'en tant que fille de Richard Monnier? Elle resta sans voix. La procédure de divorce suit son cours, ai-je conclu. Mon avocat prendra contact avec le tien pour la suite. Au vu des éléments du dossier, n'espère pas obtenir de largesse. Et Valérie, fais-moi une faveur. Dis à Xavier qu'il peut te garder. Vous vous méritez l'un l'autre. J'ai raccroché. Les démarches juridiques prirent plusieurs mois, comme c'est toujours le cas pour ce type d'affaires. Richard tenta de contester les saisies, mais la loi était de mon côté. Il avait signé ses engagements hypothécaires et s'était mis en défaut de paiement. Le fait qu'il ait ignoré que j'en étais le détenteur ne modifiait en rien ses obligations légales. Son actif principal, la tour Monnier, fut le premier saisi. J'ai repris le contrôle du titre de propriété et l'ai immédiatement revendu à un grand groupe de développement immobilier, réalisant une plus-value substantielle. L'ironie de l'histoire voulut que l'acquéreur entreprenne d'importants travaux de rénovation et de modernisation, précisément
Ce que Richard aurait dû planifier depuis des années au lieu de laisser le bâtiment se dégrader tout en exigeant des loyers élevés de locataires de plus en plus mécontents. Les 2 autres propriétés suivirent dans les 3 mois. Richard tenta de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, mais ses conseils lui confirmèrent que cela ne résoudrait rien, les dettes étant solidement gagées par des actifs réels. Cela ne fit que retarder l'échéance. Inéluctable. Le cabinet de Thomas parvint à se maintenir à flot tant bien que mal. La perte du dossier Legrand fut un coup dur, mais il conservait d'autres clients. Thomas m'envoya un message pour s'excuser de son attitude passée. Je ne pris pas la peine de répondre, ses excuses arrivaient bien tard et étaient manifestement dictées par des intérêts professionnels. Delphine et Arnaud traversèrent également une période difficile. Le fonds spéculatif d'Arnaud s'effondra suite à une série de mauvais placements et de retraits de clients. Il dut accepter un poste d'analyste financier salarié dans une autre structure, percevant une rémunération bien inférieure à ses anciens revenus. Delphine demanda le divorce 6 mois plus tard. Visiblement, un époux incapable de maintenir son train de vie ne méritait plus son intérêt. Une illustration des valeurs familiales d'Aymonier. Béatrice dut s'installer dans un appartement plus modeste après que Richard eut vendu leur propriété de Saint-Cloud pour honorer ses créances. Elle me contacta une fois pour me demander si j'envisagerais de racheter la demeure afin qu'elle puisse rester dans son cadre habituel. J'ai décliné l'offre. Je préférais laisser à d'autres le soin de posséder l'endroit où Richard m'avait jeté du vin au visage. Le divorce d'avec Valérie fut prononcé après 8 mois d'échanges procéduraux. Elle tenta d'obtenir des compensations supérieures en invoquant un préjudice moral et en soutenant que la situation de son père ne devait pas influer sur notre accord. Maître Dumont écarta ses prétentions grâce aux éléments prouvant son infidélité et à la rigueur de notre régime de séparation de biens. Finalement, Valérie repartit avec son véhicule personnel et une somme compensatoire de 2 cents. 1000 €. Compte tenu de mon patrimoine de 70 millions d'euros, ses attentes étaient bien supérieures. Je la vis une dernière fois lors de l'audience de clôture. Elle semblait changée, plus fragile, comme dénuée de l'assurance que lui procurait autrefois son appartenance à la famille Monnier. Elle tenta de m'aborder dans les couloirs du tribunal, mais je passais mon chemin sans lui prêter attention. Il n'y avait plus rien à ajouter. 1 an après ce dîner de la Saint-Sylvestre, j'étais installé dans mes nouveaux bureaux parisiens avec vue sur les toits de la capitale. Mon fonds gérait désormais 400 millions d'euros d'actifs. J'avais acquis 2 nouveaux immeubles dans le centre de Paris et menais des négociations pour un 3e. Les affaires se portaient pour le mieux. Mon assistante frappa à la porte. Monsieur Castel, une personne souhaite vous rencontrer. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste sur l'importance de sa démarche. J'ai levé les yeux de mon écran. De qui s'agit-il? Elle se présente sous le nom d'Amandine Roy. Elle est conservatrice au musée d'art contemporain. Je ressentis une légère curiosité. J'étais devenu mécène de cette institution. Depuis mon divorce, fréquentant régulièrement les vernissages et les expositions. L'art était devenu pour moi un espace d'évasion, une façon de me rappeler qu'il existait de la beauté et du sens bien au-delà des bilans financiers et des transactions immobilières. Faites-la entrer, ai-je dit. Amandine entra dans mon bureau avec l'assurance de ceux qui savent ce qu'ils veulent. Elle avait une trentaine d'années, des cheveux auburn et un regard intelligent qui parcourait la pièce d'un seul coup d'œil. Monsieur Castel, commença-t-elle en me tendant la main. Merci de me recevoir sans rendez-vous. Appelez-moi Sébastien, ai-je répondu en lui serrant la main.
Que puis-je faire pour vous? Je viens solliciter votre soutien financier, dit-elle. Sans détour. Le musée prépare un projet d'extension majeur et nous recherchons des mécènes qui saisissent toute la valeur de l'art au sein de notre communauté. J'ai souri devant cette franchise. C'est une approche directe et appréciable. Je n'aime pas faire perdre leur temps aux gens, expliqua Amandine. Vous êtes un homme d'affaires efficace, j'ai donc choisi d'être tout aussi efficace. Nous avons discuté durant 1 heure des projets du musée d'art contemporain et du rôle de la culture dans le développement de la ville. Amandine était brillante, passionnée et nullement impressionnée par mon statut social ou ma réussite financière. Ce qui l'animait, c'était le projet, l'arrêt. L'ambition de proposer un lieu d'expression majeur au public. À son départ, je m'étais engagé à verser une contribution de 5 millions d'euros pour ce projet d'extension. J'ai également profité de l'occasion pour lui proposer de dîner. Elle a accepté. La famille Monnier s'est peu à peu effacée de ma mémoire au cours de l'année suivante. J'ai appris par des tiers que Richard avait accepté un poste de consultant dans un cabinet de gestion de syndic, travaillant pour le compte d'autrui après avoir passé des décennies à diriger ses propres affaires. Thomas poursuivait son activité d'avocat de manière plus modeste. Delphine s'était remariée avec un cadre du secteur des assurances. Béatrice avait réduit son train de vie, n'ayant plus accès aux ressources financières d'autrefois. Valérie s'était installée à Londres. On m'a rapporté qu'elle travaillait à nouveau dans une galerie d'art, tentant de relancer la carrière qu'elle avait délaissée au profit des exigences du clan Monnier. Je lui souhaitais de trouver sa voie, de cette manière détachée que l'on réserve aux personnes du passé qui n'ont plus d'influence sur notre présent. Amandine et moi avons partagé de nombreux moments durant 6 mois avant que je ne lui propose de s'installer avec moi. Elle accepta, tout en posant ses conditions, elle conserva son propre studio pour continuer à travailler et préserva son entière indépendance financière. Elle tenait à ce qu'il soit clair qu'elle partageait ma vie par choix, et non par nécessité. C'était précisément la relation équilibrée dont j'avais besoin. Le soir du Nouvel An, 2 ans jour pour jour après l'incident du verre de vin, Amandine et moi organisions une réception dans mon appartement. Parmi les invités figuraient Maître Dumont et son époque, Maxime Fleury et sa compagne. Plusieurs collaborateurs de Montfond ainsi que des amis d'Amandine issus du milieu artistique. À minuit, alors que les verres de champagne se levaient pour célébrer l'année nouvelle, Amandine m'invita à la rejoindre sur le balcon. « Sais-tu ce que j'apprécie le plus chez toi ?» me demanda-t-elle. « Mon charme naturel et ma modestie ?» ai-je plaisanté. Elle sourit. « Oui, entre autres. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que tu connais ta propre valeur. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir légitime, intelligent ou accompli. Tu le es, tout simplement. » Je l'ai serré contre moi, contemplant les lumières de la ville. J'ai dû l'apprendre de façon un peu brutale. Ce sont souvent les meilleures leçons, répondit-elle doucement. Nous sommes restés ainsi dans la fraîcheur de cette nuit de janvier, écoutant les rires et la musique s'échapper du salon, et j'ai réalisé une vérité essentielle. En me traitant de la sorte, la famille Monnier pensait me remettre à ma place. En réalité, il m'avait enseigné que chercher à plaire à des personnes qui ne vous respectent pas est une quête vaine. J'avais construit mon parcours selon mes propres valeurs, je m'étais éloigné de ceux qui me dénigraient, et j'avais trouvé une compagne qui m'estimait pour ce que j'étais profondément. Ce geste déplacé avait été l'électrochoc nécessaire, non pas pour prouver ma valeur au Monnier, mais pour prendre pleinement conscience de ce que je méritais. Et alors
que nous retournions à l'intérieur pour rejoindre nos invités, je compris que la plus belle des réussites n'était pas d'avoir déconstruit leur influence, mais d'avoir rebâti une existence sereine et solide que plus rien ne pouvait ébranler. Richard Monnier m'avait jeté ce verre au visage en pensant me dominer. Il m'avait en fait rendu ma liberté, et pour cela, je pourrais presque l'en remercier.